Bonjour Gérard Chalian, Bonjour. je vous remercie d'avoir accepté cet entretien. Je vais commencer par vous présenter. Vous avez fait l'école des langues orientales. Exact. Vous êtes un observateur participant sur plusieurs conflits depuis la guerre d'Algérie. Vous avez également été enseignant dans différentes écoles, notamment l'ENA et l'école de guerre pour ce qui concerne la France. Vous avez écrit de nombreux livres sur la guerre, les guérillas, le terrorisme, mais aussi de la littérature et en particulier de la poésie. Vous avez aussi travaillé sur les génocides et organisé le tribunal international relatif au génocide arménien. Mhm. Avant de commencer l'entretien, est-ce que vous souhaitez compléter votre présentation ? Bon, il y a l'essentiel. Enfin, moi, je suis quelqu'un de terrain. Voilà. J'ai vécu sur le terrain pendant un demi-siècle en Asie, en Afrique, en Amérique latine. Voilà. C'est la différence majeure avec la plupart des spécialistes. De surcroît, je ne suis pas un spécialiste de la contre-insurrection, mais de l'insurrection. J'étais en général avec les combattants, pas avec l'armée qui les poursuit. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce qu'est un observateur participant ? C'est quelqu'un qui arrive sur le terrain, en général qui a préparé le contact. Dans mon cas, je suis connu, c'est-à-dire que j'arrive, on sait qui je suis, on s'intéresse à m'avoir dans la mesure où ça va me permettre de montrer ce qu'ils ont comme conditions, et puis ils me posent des questions sur comment tu nous trouves par rapport à, etc. Donc un observateur participant, c'est quelqu'un qui chemine avec des combattants, qui prend sa part des bombes, le cas échéant, des coups de feu, etc., mais qui, lui, ne tire pas. C'est-à-dire, je ne suis pas partie prenante dans le combat, mais je suis participant, puisque, en quelque sorte, je suis cible comme eux. Bon, je reste en général 2 mois, des fois 3. Ça permet de partager leur existence, de voir un peu leur degré organisationnel, c'est la chose qui m'intéresse le plus, de voir leur rapport avec la population, comment ils travaillent pour essayer de se gagner une base sociale, comment ils arrivent à introduire un minimum de services sociaux, d'enseignement. Bref, c'est moins le contrôle du territoire qui importe que le contrôle de la population. C'est là que se joue en définitive la différence. Et ça, j'observe ça de très près pour voir un peu où ils en sont. Alors je rencontre des fois des gens admirablement organisés. Ça a été le cas par exemple au Vietnam, au Nord-Vietnam, où j'étais en 1967 pendant les bombardements américains, pour voir comment ils s'étaient organisés afin de résister grâce à la dispersion, la décentralisation, et surtout avec une détermination. Ce terme est très important, la détermination, c'est en définitive ce qui compte le plus, la détermination absolue de ne céder en aucun cas, tenir sur la distance. C'est ça qui permet en définitive pour le faible de transformer sa faiblesse en force et de finir par écœurer celui qui est plus fort et l'amener en définitive à se retirer alors qu'au démarrage, il partait gagnant. Voilà. Merci. Vous insistez sur la compréhension de l'autre dans vos différents ouvrages. Comment on peut expliquer qu'une société prétendument tolérante, ouverte et internationalisée comme les nôtres ont encore beaucoup de mal à comprendre les autres cultures et les autres sociétés ? Moi, très franchement, d'abord parce qu'on nous explique très peu de choses. Moi, je vois que, en ce qui concerne les médias, par exemple, nous sommes noyés par une foule d'événements, mais il y a très peu d'analyse. C'est-à-dire, pourquoi ça se passe, qui sont les autres, il n'y a rien. Je veux dire que vous prenez un type qui a regardé la télévision pendant 10 ans, qu'est-ce qu'il sait sur la situation mondiale, à part le chaos? Rien. C'est-à-dire, il n'y a aucune espèce de prise, sauf quelques-uns qui travaillent sur les, les, les quelques émissions rares où on vous explique quelque chose.
Donc, d'une façon générale, je dis que nous sommes surinformés et très mal au courant de la réalité des autres sociétés. Donc, finalement, moi, je suis très déçu d'une façon générale sur les médias. Je trouve qu'ils vendent essentiellement de l'anxiété. Voilà. Cette absence de connaissance des autres est un des facteurs que vous mettez en avant pour expliquer les échecs des guerres occidentales. Comment on peut expliquer cette incompétence dans un pays comme les États-Unis, où il y a un certain nombre d'experts et d'universités qui travaillent là-dessus? Oui, ça c'est une question tout à fait pertinente. Effectivement, on se demande pourquoi les États-Unis, qui disposent d'excellents spécialistes, arrivent à commettre les erreurs qu'ils ont commises en Irak, au Vietnam, dernièrement en Afghanistan, après 20 ans de présence. Bon, alors, disons que ça tient à un certain nombre de facteurs. Le premier facteur, c'est que les experts, les quelques spécialistes sérieux, ne sont en général pas écoutés s'ils ne vont pas dans le sens de ceux qui, à Washington, décident ce qu'ils vont faire. En d'autres termes, quand il est décidé de se lancer dans une opération, pour des raisons qui sont les leurs, il y a ceux qu'on ne va pas écouter. Bernard Fall, par exemple, spécialiste du Vietnam, exceptionnel, qui a écrit bien avant la défaite les raisons de la défaite au Vietnam, n'a jamais été écouté. C'est pas qu'il n'écrivait pas, on ne le lisait pas, à part quelques-uns. Bon, en ce qui concerne l'opération en Irak, il y a eu un certain nombre d'experts qui ont dit bon, c'est une erreur, ça va mal se terminer. Agresser Saddam Hussein sous le prétexte qu'il a des armes de destruction massive, vous le savez très bien, c'est un mensonge, ça va être flagrant. Et après, qu'est-ce qu'on a comme plan B pour proposer à cette société quelque chose? Vous prétendez que vous allez faire un État démocratique. On ne construit pas un État démocratique par l'extérieur. Bon, en Afghanistan, même chose. Il y a ça. Donc, on n'écoute pas les experts. Après, on dit, tiens, il avait raison. Deuxièmement, ça part aussi du sentiment de supériorité américain, sentiment de supériorité parfaitement fondé sur le plan de la puissance militaire. On se dit, bon, pourquoi, avec la supériorité militaire que j'ai, pourquoi vais-je me préoccuper de la perception de l'autre? Je peux l'écraser. Je vais le vaincre de toute façon. Erreur, on s'aperçoit que l'autre, s'il n'est pas immédiatement réduit, l'autre va s'accrocher, l'autre va durer, et que la durée est une chose que la société occidentale, d'une façon générale, et les Américains plus que d'autres, encaissent très mal. C'est-à-dire que quand on ne gagne pas, quand la guerre traîne, quand ça coûte en hommes, quand ça coûte en argent, et particulièrement en hommes, on va la plupart du temps finir par se retirer. C'est ce qui est arrivé, par exemple, après 20 années de présence en Afghanistan, où on n'est réussi à rien. On n'a pas du tout réussi à réduire les talibans, qui au contraire, alors que c'était des combattants au démarrage plutôt médiocres, on finit par apprendre comment gagner la population, écœurer les Américains, les obliger à économiser leurs forces au maximum. Ils ont perdu en 20 ans 2500 soldats. C'est très peu. Ça fait 125 hommes en moyenne par an. Et même ça paraît beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a un déficit démographique du côté des Occidentaux, dont on parle peu, mais qui est effectif. Jadis, quand on perdait des hommes, ça faisait partie de la guerre. Bon, par exemple, durant la guerre d'Algérie, on a perdu, nous, Français, à peu près 29 000 hommes. Bon, jamais Charles de Gaulle n'est allé en Algérie pour dire « Ah, on a perdu 10 hommes dans une embuscade ». Ce que a fait, 40 ans ou 50 ans après, M. Sarkozy, quand il s'est rendu à Ouzbine, pour dire il y a eu une embuscade non loin
de Kaboul et on a perdu 10 hommes. Ça n'a rien à voir avec Sarkozy ou Charles de Gaulle, ça a à voir avec l'opinion publique française. L'opinion publique française n'encaisse plus les pertes. C'est un fait nouveau. C'est-à-dire qu'il y a un sentiment de diminution du poids démographique que nous représentons dans la planète. Et ça, c'est très net, très important. Vous parlez de sentiment de supériorité des armées occidentales. Pourquoi il n'y a jamais eu de prise de conscience de ces échecs qui durent depuis au moins le Vietnam, où on a la supériorité, mais on ne l'emporte pas? C'est ce qu'on se pose comme question aujourd'hui. Par exemple, le COS a une réunion dans une huitaine de jours pour poser le problème de qu'est-ce qu'on fait pour s'adapter aux nouvelles conditions de ces guerres longues, difficiles, irrégulières, où en définitive la supériorité technologique ne suffit pas. Et ça, c'est très important. Je crois que par exemple, ça tient à la détermination. Si vous prenez par exemple le cas du Vietnam, les Vietnamiens étaient prêts à tout sacrifice pour ne pas subir la défaite, pour ne pas accepter les conditions des Américains. Et du côté américain, bon, on était tranquille, on avait le sentiment qu'on allait gagner. Les gens qui étaient envoyés, il y avait beaucoup d'appelés qui n'étaient pas du tout intéressés à la guerre, des appelés, pas des volontaires. Deuxièmement, il y avait ceux qui se battaient pour obtenir la carte verte. Il y avait ceux qui se battaient pour obtenir, grâce à une paye importante, la possibilité de s'acheter la maison ou en tout cas d'en payer le début. Bref, la motivation est très très différente. C'est-à-dire que d'un côté, il y a ceux qui sont déterminés à risquer leur peau et de l'autre côté, ceux qui font un travail dont ils espèrent qu'ils vont revenir sains et saufs. La détermination, le point que vous mettez dans le conflit est déterminant, c'est ça qui compte. Dans les conflits récents, et notamment en Syrie, on observe que des acteurs peuvent être alliés sur un théâtre d'opération et ennemis ou rivaux sur un autre. Qu'est-ce que ça change en termes de géopolitique et en termes d'analyse? C'est nouveau. Il fut un temps où la scène internationale était relativement simple. Il fut un temps où c'était la guerre froide classique. Il y avait d'un côté l'Union soviétique avec ses alliés, de l'autre côté il y avait les États-Unis avec ses alliés, point final, c'est clair. Après ça, l'Union soviétique s'effondre en 1991 et pendant quelques années, les États-Unis, dans la dernière décennie du XXe siècle, de 91 jusqu'à 2001, ont été les seuls. On avait le sentiment qu'ils étaient l'hyperpuissance, comme on a dit à l'époque. Bon. Et puis ces choses ont changé. On s'est aperçu qu'avec ces guerres irrégulières multipliées à gauche et à droite, les États-Unis se sont épuisés, qu'ils ont mal misé en Irak, par la suite, en Afghanistan, etc. Et sont apparus des nouveaux acteurs. Par exemple, en 1991, la Chine passait pour un État qui essayait de consolider une économie un tout petit peu moins, chaotique que sous Mao Tse-tung. Mais il n'était pas prévu qu'ils deviendraient les numéros 2 en 2008, entre parenthèses 2010, à l'occasion de la crise économique qu'on a eue avec les subprimes. Bon, les Chinois d'un seul coup sont devenus importants, un nouvel acteur, et puis se sont dessinés à l'occasion de de ce changement, une nouvelle tectonique qui est en train de se mettre en place.
On a l'apparition de la Turquie, qui joue un rôle avec une alliance avec Vladimir Poutine jusqu'à un certain point, tout en étant membre de l'OTAN, tout en étant parfois opposé à la politique russe, et qui par contre étant contre les intérêts des Américains, et qui finalement joue son rôle tactiquement, jamais rejeté complètement par les Américains. Il n'est pas question de leur dire vous ne faites plus partie de l'OTAN, et ils continuent d'être les alliés de la Russie, parce que bon, ils achètent le SS 400, ils jouent comment dirais-je, une partie ensemble dans certaines régions, etc. Donc le monde se redécide. L'Iran joue sa carte, chiisme. L'Arabie Saoudite, qui était un État strictement fournisseur, aujourd'hui, par exemple, les États-Unis sont obligés d'aller les courtiser en ce moment pour leur dire pompez davantage parce que ça nous intéresserait de pouvoir fournir du pétrole de façon à ce que l'inflation à cause des hydrocarbures ne soit pas si forte. Bon, donc ils existent. Le Pakistan n'a pas cessé de jouer un rôle très important dans tout ce qui concerne la guerre d'Afghanistan. Ils ont été l'arrière, le sanctuaire, le fournisseur à la fois d'hommes, de matériel, d'idées, de conseillers, etc. Donc nous sommes dans un véritable changement où, certes, les États-Unis restent les premiers, mais pas du tout, ni les seuls, ni même comment dirais-je, les interlocuteurs uniquement des Chinois. Ils doivent jouer sur beaucoup de choses à la fois. Ils ont en plus compris que l'Indo-Pacifique, c'était évidemment le centre de gravité, chose complètement nouvelle, puisqu'en définitive, la guerre froide, c'était quoi? C'était l'Europe est l'enjeu, nous étions l'enjeu. Tout se passait entre 1945-47 et 1991 autour de qui va dominer en Europe essentiellement. Bon, maintenant, nous ne sommes plus du tout l'enjeu, nous sommes marginalisés dans une large mesure. L'OTAN qui paraissait, comment dirais-je, péricliter, bon, grâce à cette guerre en Ukraine, ressuscite, mais enfin, il n'empêche que le véritable adversaire des États-Unis, ce n'est pas Vladimir Poutine, le véritable adversaire, le grand rival, c'est la Chine. Pourquoi la Chine? Parce que l'URSS était un rival militaire et spatial, mais économiquement très faible. D'ailleurs, ils se sont effondrés sur le plan économique. Les Chinois, eux, ils répondent à tout. Ils ont tout. Ils ont l'ensemble de la panoplie, et ils ont une chose que nous avons du mal à appréhender, le temps. Ils ont le temps. Et ils se sont fixés eux-mêmes la date symbolique de 2049, c'est-à-dire le centenaire de la révolution et de la prise de pouvoir de Mao Tse-tung il y a un siècle. Et jusqu'à présent, ils n'ont pas commis d'erreur. Au contraire, à travers les routes de la soie, ils ont établi des liens extrêmement importants avec une foule d'États en Afrique et également en Amérique latine. Donc tout ça compte de façon considérable. Donc le monde est en train de changer, et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important auquel il faut s'adapter. Les États-Unis, qu'est-ce qu'ils cherchent aujourd'hui? Ils cherchent à avoir des alliés les plus solides possibles, de façon à pouvoir contenir la Chine, sans le dire, mais ils le font. L'alliance avec l'Australie, avec la Grande-Bretagne, sur le nucléaire dans cette zone-là, qu'on appelle AUKUS. L'alliance avec le Japon, autant que faire se peut, avec la Corée du Sud, bien sûr, avec, dans une certaine mesure, les Philippines, si possible le Vietnam, encore qu'il y a ceux qui, comment dirais-je, tout en étant proches des États-Unis sur le plan de la sécurité, sont également très proches des Chinois en ce qui concerne les échanges. Donc rien n'est joué dans cette zone. Les États-Unis cherchent à consolider ceux sur lesquels ils peuvent compter sur la décennie à venir. Voilà.
Euh, pour rester un peu sur ce découpage du monde, aujourd'hui, la Russie a attaqué l'Ukraine. Euh, Est-ce que vous avez une analyse sur cette situation et sur notre capacité de rétablir la paix en Europe au sens large? Bon, alors effectivement, la Russie, dans cette affaire, est l'agresseur. Bon, ça, indiscutable. Ceci dit, si on se met à la place des Russes, il faut bien constater que pour les Russes, l'OTAN n'a pas cessé de grignoter essentiellement de ramener l'ex-URSS aux frontières de la Russie. Et comme le voulait Zbigniew Brzezinski, il l'avait écrit dans un bouquin qui s'appelait Le Grand Dessein, avec l'Ukraine du côté occidental, parce que, disait-il, très justement, sans l'Ukraine, la Russie devient un État qui est une puissance régionale. Avec l'Ukraine, ils sont un État eurasiatique qui compte. Bon, donc, à partir de 2004, il y a eu une tentative des Occidentaux de faire basculer l'Ukraine du côté occidental. La réponse de Poutine a été non, on garde, et il l'a gardé pendant 10 ans, et en 2014, c'est l'inverse qui s'est produit. Il y a le passage de l'Ukraine du côté occidental d'une certaine façon, puisque à partir de là, l'Ukraine n'est plus contrôlée par les Russes. Bon, donc pour les Russes, il y a un sentiment que il faut faire quelque chose, et d'ailleurs, à l'époque, en 2014, Poutine a fait quelque chose, c'est-à-dire qu'il a repris le contrôle de la Crimée, qui avait été donné en 1954 à l'Ukraine, qui n'appartenait pas à l'Ukraine, par Nikita Khrouchtchev, à une époque où l'URSS était supposée durer longtemps. À partir de là, les États-Unis ont organisé l'armée ukrainienne. Bon. Pendant la période 14-22, l'Ukraine s'est organisée, elle a pris en plus conscience d'elle-même davantage. Ils étaient déjà un État qui avait une conscience nationale, mais qui s'est renforcé avec des aspects plus démocratiques, bien qu'il y avait beaucoup de corruption. Moi, j'y étais en 2020, c'était un État avec des oligarques, etc. Mais enfin, bon, ils se sentaient très fortement ukrainiens, ça c'est indiscutable. Bon, l'agression de Poutine, à mon avis, a été une erreur de calcul. C'est-à-dire qu'il pensait pouvoir prendre le pouvoir à Kiev et établir un État en Ukraine qui lui soit favorable. Ça, c'est l'échec complet. En d'autres termes, le premier round a été complètement perdu par les Russes. Il s'est replié sur le plan B, c'est-à-dire sur la région qui est véritablement non seulement russophone, mais qui est russe, parce qu'il faut savoir que l'Ukraine n'est pas un bloc homogène. À l'ouest, ce sont des uniates, c'est-à-dire finalement des gens qui dépendent de l'Église de Rome, catholique. À l'est, dans ce qu'on appelait le Donbass, ce sont des Russes qui sont attachés au patriarcat de Moscou, et puis bon, le grand centre, Kiev, etc., bon, c'est des orthodoxes classiques ukrainiens. Bon, donc aujourd'hui, la guerre se livre essentiellement dans la région qui est russe, que les Russes ont l'intention de tenir. Ça va permettre à Poutine de ne pas perdre. Et la réalité, à mon sens, c'est que dans cette guerre, il ne peut pas y avoir de vainqueurs et de vaincus. Les Ukrainiens ne vont pas bouter dehors les Russes ne vont pas s'effondrer. Donc, à un moment, il va falloir négocier. Les Ukrainiens ont tenu parce que les États-Unis les ont aidés dès le début. Renseignements, dès le 25 février, armes légères
et par la suite, armes lourdes. Bon, pour les États-Unis, c'est une aubaine. Ça leur permet de redorer leur blason, qui était bien terni après la piteuse retraite de l'Afghanistan. Ils font une guerre par procuration, comme ça ils perdent pas d'hommes, et de surcroît, ça a ressuscité l'OTAN, ce qui est quand même extraordinaire, très bon pour eux. Bon, alors, cependant, comme il ne peut pas y avoir de vainqueur, comme on ne peut pas vaincre les Russes, ou alors à ce moment-là, si on va vraiment les pousser à bout, attention, ça peut être la montée aux extrêmes que personne ne souhaite. Donc il va falloir négocier à un moment, et à mon avis, on va négocier dans les mois à venir. Ça ne peut pas durer très longtemps parce que cette guerre coûte cher pour tout le monde. Elle coûte cher en inflation, elle coûte cher non seulement sur le pétrole ou bien sûr les céréales, mais elle coûte cher à tous égards. Et pour les États-Unis, c'est cher. Pour les Européens, c'est très cher. D'ailleurs, l'Ukraine, qui soulevait beaucoup d'enthousiasme, aujourd'hui, c'est déjà ressenti comme quelque chose qui est pesant. Hein. Donc, on va être obligé de déboucher sur une négociation où, indiscutablement, les États-Unis vont demander aux Ukrainiens de lâcher quelque chose. Ils sont obligés de lâcher quelque chose. L'Ukraine s'est perdue de toute façon. Ce sera dans la région du Donbass. Les Russes ne l'auront pas emporté parce que le régime s'est perdu, l'Ukraine s'est perdue, mais ils vont conserver la partie véritablement russe qui était, comment dirais-je, ethniquement la leur. Voilà, c'est comme ça que ça va se terminer et on va garantir à l'Ukraine l'idée qu'ils vont faire partie un jour de l'Europe lorsqu'ils auront fait les réformes nécessaires. Ils ne feront pas partie de l'OTAN, bien sûr. Dans votre livre « Pourquoi perd-on les guerres ?» vous citez le maréchal Gallieni, qui explique qu'on colonise mieux via des infrastructures, des routes, des télégraphes, que par la force. Tout à l'heure, vous avez parlé de la Chine, qui établit les routes de la soie et différentes infrastructures. Est-ce que aujourd'hui, on ne voit pas la comparaison entre l'usage de la force russe et l'usage des infrastructures par les Chinois? Oui, votre question est très pertinente. Et effectivement, les Chinois travaillent sur le long terme. Qu'est-ce qu'ils font? Bon, ils construisent des ports, ils construisent des chemins de fer, ils construisent de l'infrastructure. Et qu'est-ce qu'ils demandent en échange? Ils demandent essentiellement en échange un vote qui leur soit favorable aux Nations Unies. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Chine, c'est très difficile de la condamner parce qu'il y a énormément d'États qui vont voter pour faire plaisir aux Chinois dans la mesure où ils bénéficient d'un certain nombre d'avantages indiscutables, comment dirais-je, leurs dirigeants compris, bien sûr. Ils travaillent sur le long terme et comment dirais-je, je vois très mal comment les Occidentaux peuvent les contrebattre sur ce terrain. On dit ils sont là très présents en Afrique, etc. Mais nous aussi, nous étions très présents. Je veux dire, est-ce que ce qu'on faisait, c'était sanctifié? Pourquoi est-ce que ce serait nous et nous seuls? Donc on est en fin de compte sur un terrain qui est disputé aujourd'hui avec une présence indiscutable des Chinois et en plus il y a même des présences également moindres évidemment de la Turquie à travers l'islam, des Russes à travers le groupe Wagner qui est quand même très marginal mais qui peut jouer un petit rôle. Mais enfin c'est quand même c'est le gros effort chinois qui s'enfonce le plus sérieusement là comme en Amérique latine. Et l'Europe dans tout ça, est-ce qu'on va avoir une capacité à s'organiser et à s'autonomiser des autres puissances? L'Europe pose problème, franchement. L'Europe pose problème. Bon, il y a eu un sursaut là, avec par exemple l'Allemagne qui a décidé de s'armer, de participer à l'effort militaire, etc. Mais en fin de compte, c'est quoi l'Europe? Il y a 60 ans qu'on est ensemble, on est monté à 28, puis 27, sur des critères mous,
du style « Est-ce que vous êtes pour les droits de l'homme ?» Oui, non, c'est tout. Je veux dire, il y avait pas de constitution. Quand on a proposé une constitution, il a été refusé. En fin de compte, premièrement, avons-nous une capacité de défense? Réponse, non. Nous n'avons aucune capacité de défense. Il y a un État nucléaire, ou un et demi si on met les Anglais dedans. Deux, avons-nous une politique commune, c'est-à-dire une cohésion? Réponse, non. Il y a ce que veulent les Polonais, les Hongrois, les Baltes. Est-ce qu'on peut compter sur les Bulgares et les Roumains? Point d'interrogation. En définitive, dans la pratique, avec l'euro, on a une Europe à deux vitesses. Non, disons que l'avenir de l'Europe reste un point d'interrogation. Il n'y a aucune espèce, comment dirais-je, de volonté commune en dehors de continuer à survivre comme ça, sur des principes vagues, à l'abri du parapluie américain. Voilà. On va passer au sujet de la propagande. Vous avez dirigé une étude sur la persuasion de masse. Qu'en est-il aujourd'hui? Comment ça a évolué et comment ça se présente dans les conflits actuels? Si on prend l'exemple de l'Ukraine, je crois que tout le monde comprend que la persuasion de masse elle a été utilisée d'une façon massive. Hein. La propagande pro-ukrainienne a été fantastique du point de vue de l'importance qu'elle a occupée, non seulement du côté américain, du côté de M. Zelensky, du côté de l'OTAN. Nous avons vraiment, comment dirais-je, fait le plus grand tam-tam possible pour amener les gens à être du côté ukrainien, ce qui d'ailleurs se comprenait puisque c'était eux les agressés. Mais en fin de compte, il y a eu très peu de causes aussi célèbres, aussi, comment dirais-je, aussi magnifiées, aussi appuyées que l'Ukraine. Voilà, c'est la propagande. C'est une évidence, il y a une persuasion de masse directe, il y a aussi des persuasions de masse beaucoup plus subtiles, des choses qui se diffusent de façon différente à travers le cyber, etc., etc. On est très, très, très manipulé, on est très, très sensible aux diverses influences qui s'exercent, des fois tout à fait au sommet. Par exemple, bon, tout le monde sait que les Russes ont plusieurs fois influé jusque dans les élections américaines pour faire peser contre Madame Clinton et pour Monsieur Donald Trump, etc. Donc tout ça existe à la fois et on est très mal armé. Il faut une culture politique pour pouvoir exactement savoir où on se situe, contre quoi on résiste et jusqu'où on peut aller pour suivre un courant. Compliqué. En termes de propagande, toujours, vous montrez que l'État islamique était maître en termes de propagande et que nos médias ont servi leur intérêt en répandant l'angoisse. Qu'aurait-il fallu faire? Est-ce qu'on a des médias médiocres? Est-ce que l'État aurait dû se mêler de l'expression médiatique par en quelque sorte une censure de guerre ou une communication inverse? Oui, moi, à titre personnel, je trouve que les médias, d'une façon générale, et certains médias plus que d'autres, se sont spécialisés dans la vente d'angoisse. C'est-à-dire que nous avons une population complètement paralysée de peur. On a le sentiment que, vous avez parlé tout à l'heure de l'islamisme radical, on a l'impression que le terrorisme est un problème fondamental. Les gens ont peur du terrorisme. En définitive, qu'est-ce qu'on a eu comme perte en Europe, par exemple en France, en Europe, de façon générale, depuis une vingtaine d'années, ou même 30 ans? Pas grand-chose. C'est-à-dire, la réalité, c'est que je risque davantage ma vie quand je traverse la rue ou quand je fais du vélo que parce qu'il y a du terrorisme en Europe. Hein. Donc, il
ils ont véritablement fabriqué un véritable. Ils ont rendu service. Ils ont rendu service au terrorisme en donnant le sentiment que c'était quelque chose de terrible, de fantastiquement présent, etc. Bon, je trouve de ce côté-là, nos médias tout à fait négatifs. Ils ont fait le travail de l'adversaire. Je suis totalement contre l'usage, comment dirais-je, débridé de la vente d'angoisse. C'est très mauvais parce que, une fois de plus, il faut le rappeler, le terrorisme, c'est d'abord de la guerre psychologique. Or, quand on renforce l'adversaire psychologiquement, c'est lutter contre nous-mêmes. Est-ce que vous avez suivi l'incident du Stade de France récemment? Non. Je devais être à l'étranger et j'ai pas suivi ça du tout. En fait, il y a eu la finale de Ligue des Champions entre Liverpool et le Real Madrid. Oui. Il y a eu beaucoup de mouvements de population, de supporters, etc. La police a été un peu débordée, a utilisé des fumigènes et a dû un peu contrôler les foules. Quand on voit cette incapacité à gérer des foules pour une finale de Ligue des Champions, qu'est-ce que ça nous dit de notre capacité à lutter contre le terrorisme et les attaques intérieures, notamment en vue des Jeux Olympiques qui vont bientôt arriver à Paris? Oui, ce qu'on peut dire, c'est que notre capacité, disons, à rétablir l'ordre face à un mouvement de foule considérable, hein, je parle de dizaines de milliers de gens, on peut questionner. On peut questionner, c'est-à-dire que s'il y avait véritablement un débordement, quelle est la capacité de réponse, la capacité de rétablir l'ordre? Point d'interrogation. De ce côté-là, on peut craindre effectivement que ce type d'exemple que vous venez de citer ne puisse, pour ceux qui en plus voudraient utiliser la violence et pas juste simplement s'affronter comme ça à coups de poing, mais armé, parce que ça peut déboucher sur l'usage d'armes à feu. Il faut pas croire que c'est réservé strictement aux Américains, l'usage des armes à feu. Il y a aussi des armes qui se promènent en France de façon illégale et qui peuvent demain modifier complètement l'atmosphère. Donc tout ça, effectivement, reste du domaine du possible. On a parlé de la guerre. On va essayer de parler un peu de la paix. Vous dites que les sociétés en paix et prospères créent des faibles. Est-ce que c'est vrai partout? Est-ce que, par exemple, les Chinois sont faibles? Et comment une société peut maintenir la paix, la prospérité, sans s'affaiblir? C'est une question complexe. Bon, les Chinois, par exemple, ils sont pas en train de s'affaiblir dans la mesure où ils ont un régime qui au contraire, comment dirais-je, pousse sur le contrôle, pousse sur comment dirais-je, la discipline, l'impose, etc., etc. Bon, donc leur libre arbitre de ce côté-là, il est nul. Dans nos sociétés à nous, par exemple en Europe, et particulièrement en Europe occidentale, 60 années de paix et de relative prospérité, parce que très franchement, il faut bien le dire, c'est une relative prospérité pour 80% de la population. Hein. Bon, on s'est effectivement beaucoup ramolli, c'est un fait. Il n'y a qu'à voir. Je veux dire, qu'est-ce qu'on peut demander comme effort à les Français? Pourquoi est-ce que les gens sortent? Ils sortent uniquement pour le statu quo, pour obtenir ceci, pour ne pas travailler jusqu'à, pour avoir... Est-ce qu'il y a des manifestations de courage? Est-ce qu'il y a une manifestation de répondre, de faire face? Non, c'est pas du tout dans cette espèce de, comment dirais-je, de posture que nous sommes. Nous sommes dans une posture apeurée, essentiellement soucieuse du statu quo le plus agréable possible, et avec le minimum possible de risque. Bon, c'est un fait. En fait, alors bon, si on avait le dos au mur, certainement qu'on aurait un sursaut. Mais enfin, en tout cas,
on peut avoir des doutes. Il y a eu une sorte de frisson au moment du début de l'Ukraine, mais on s'aperçoit que bon, dès qu'il y a un peu d'inflation, c'est ça qui compte. Il y a des gens qui vous disent, moi j'achète déjà de l'huile pour en avoir de côté demain. Voilà. Bon, c'est une posture de combat, ça. Vous parliez tout à l'heure du coût de la guerre en Ukraine qui commence à se faire sentir. La guerre en elle-même coûte des milliers de milliards de dollars. On l'a vu avec les guerres d'Irak et d'Afghanistan. Tout cet argent investi dans la guerre, qu'est-ce qui serait arrivé si on l'avait investi dans la paix, le développement? Et qu'est-ce qui explique qu'on est plus à même de faire des chèques pour la guerre que pour la paix? Là, vous posez une question qui me dépasse. C'est le comportement de l'espèce humaine. Et on a un système qui est fondé sur des rapports de force, quelque chose qui ne va pas changer. Bien sûr qu'on aurait pu dépenser notre argent autrement, en assurant le développement de certaines sociétés qui sont dans des situations difficiles. On ne l'a pas fait. On a colmaté les brèches. On a profité de ce qu'on a pu. Bon, ça, je veux dire... Je vois mal le système qui est le nôtre, comment dirais-je, se transformer pour un monde mieux organisé et plus, je dirais pas plus humain, parce qu'il n'y a rien de plus humain que l'exploitation, hein. Enfin, mieux équilibré, disons. Ouais, je vois pas. Je vois pas de modification. C'est comme quand on parle du climat. Bon, très bien, on parle du climat. Et qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il faudrait le faire tous ensemble. Il faudrait que les Chinois, les Américains, tous ceux qui sont importants soient d'accord pour mettre fin à certaines pratiques. Bon, on le fait pas. On le fait pas parce qu'on attend le côté catastrophique pour pouvoir réagir à ce moment-là si il sera encore temps. J'en sais rien. Et je vois que bon, on parle beaucoup et on fait relativement peu. Voilà. Donc le profit reste très important. Le rapport de force reste central. Ouais. Nous sommes comme ça. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Hélas, non. Et est-ce que vous avez un invité à nous conseiller? Écoutez, je vais vous donner quelques noms, puis vous les consulter. Elie Tenenbaum de l'Institut français des relations internationales, remarquable analyste. Je vois Patrice Franceschi, qui fait un très beau travail du côté de l'aventure, de l'ouverture au monde. Voilà, en voilà deux. Vous tentez l'un ou tentez l'autre. Je vous tiens leur numéro de téléphone à votre disposition. Je vous remercie.